Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, bienvenue sur Sud Radio en direct. On est assez dissipé déjà ce matin, on a commencé à débattre avant même l'émission. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Geneviève Gunsinger, présidente de l'agence Image. Bonjour Geneviève. Jérôme Dubu, membre du pôle ID d'Horizon. Bonjour. À vous, ça va bien, entouré de ces femmes. Écoutez, tout va bien. On a la parité. Bon, Ouais. c'est bien, oui, pour une fois, ça fait plaisir. C'est la première fois de la semaine. Et enfin, non, il y a moi, donc vous êtes en minorité, messieurs. Je compte pas. Je compte que les invités. Et voilà. Alexis Poulain, journaliste, directeur de publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio, le jeudi matin. Et Poulain s'en réserve tous les vendredis de 12h à 13h, mon cher Alexis. Bonjour. Oui, c'est demain. Alors, on commence par vous, Sophie de Menton, parce que vous allez faire la transition avec, les médias. Tout à l'heure, Gilles Gansman, on a parlé de la série Tapis, qui est en ligne depuis hier. Coup de gueule, vous en tout cas, contre cette série, mais coup de cœur pour le livre de Dominique Tapis. Exactement. C'est-à-dire que, alors, peut-être que j'ai eu un regard un peu biaisé. Il se trouve que j'ai connu Bernard Tapie et que je connais Dominique Tapie. Et j'ai regardé ça, je me suis jetée sur les premiers épisodes hier. Et je dois dire que là, je suis tombée de haut. Et alors, peut-être que mon regard est vraiment biaisé. J'ai trouvé que c'était fade, que l'acteur qui joue comme il joue, c'est pas le sujet. De la comédie française, s'il vous plaît. Oui, il n'a rien à voir avec Laurent Bernard Tapie. Lafitte. Oh, si, Non, mais c'est pas parce qu'il lui ressemble un petit peu comme ça. Ah non, mais je suis désolée, Bernard Tapie avait plus de classe, c'est tout dire. Ah bon? Il dégageait pas la même chose. Non, il dégage pas. On n'a pas dû connaître le même CM. Tapie, alors. Oui, mon mari a travaillé 3 ans avec lui, donc j'ai bien connu quand même. Bernard était un personnage avec une truculence qui n'apparaît pas. Et j'ai trouvé que c'était des raccourcis aussi bien sur ce qu'il avait lancé sur le cœur. Alors on va arriver à Wander, ça m'intéresse beaucoup parce que j'avais suivi ça à l'époque. Il était absolument stupéfiant avec les vendeurs de Wander. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'évidemment j'avais lu le livre de Dominique. Et alors je conseille à tous les gens qui apprécient, ils ont tout à fait le droit, et puis ça va peut-être être mieux, de mieux en mieux, qui apprécient cette série de lire le livre de Dominique, parce que il faut pas se faire quand même une image à travers cette série. C'est toujours le danger de ces séries. Oui, et là elle a écrit, et moi je sais bien qu'elle avait un poids terriblement important dans leur couple. On l'a représentée évidemment dans cette série. Bon, elle n'était pas supposée ressembler à Dominique Tapie, donc voilà. C'est une très, très jolie fille, Joséphine. Oui, elles sont toutes les deux jolies. Oui. Mais le bouquin de Dominique, vraiment, c'est l'âme de Tapie qui ressort, avec tous ses défauts, ses qualités, ses enthousiasmes. Et d'ailleurs, c'était pas facile pour Dominique. Elle avait un caractère incroyable. Et donc, je pense que quand on regarde la série, il faut lire le livre. Oui. Elle était aussi gentille que ça, parce qu'on la sent d'une patience d'ange, quand même. Enfin bon, moi j'ai vu que les 2 premiers épisodes, mais je suis fascinée par la patience de cette femme. Alors, c'est pas compliqué, c'est une tumultueuse qui fonçait dans le tas. Je vais vous raconter une anecdote. Elle me le pardonnera, je sais pas si c'est pas dans le livre d'ailleurs, mais Bernard avait fait un truc qui lui plaisait pas et il rentre chez lui le soir. Il avait une passion, c'est les bagnoles, ça on le voit bien. Et il y avait Dominique au volant de sa voiture. Il se gare juste derrière, c'est un hôtel particulier. Elle n'était pas contente, elle recule violemment dans la voiture de Tapie qui était garée, puis elle réavance, puis elle recule 2e fois violemment. Elle avance, elle recule 3e fois violemment. Ça, c'était aussi Dominique. Ah oui. Et là, en fait, il était bluffé par son caractère et par sa force d'opposition. Elle n'a pas du tout... elle est charmante et gentille, mais elle a un vrai caractère. C'est bien, il en fallait face à un tel animal. Ça, vous l'avez vu, la série? Le premier épisode, je l'ai trouvé plutôt pas mauvais. J'ai trouvé Laurent Lafitte excellent, vraiment excellent. D'ailleurs, il y a une très grande différence entre lui et les autres acteurs, parce qu'il éclate tout, il écrase un peu les autres acteurs. Les autres sont un peu des faire-valoir. Alors, je sais pas, je vais continuer. Oui, bien sûr. Je vais continuer sur les autres épisodes. Moi, j'ai trouvé le premier très bon. Vous avez tout vu, vous?
Non, j'ai vu le premier épisode. Non, mais vous avez regardé hier soir à la télé comme tout le monde. Oui, j'ai vu le premier épisode. Oui, d'accord. Voilà, c'est tout. Mais je me suis arrêté là. Donc, je réserve un petit peu mon jugement. Moi, j'ai plutôt un a priori assez favorable sur la série, sur ce que j'en ai vu du premier épisode. Par contre, sur l'animal tapis, moi, je l'ai connu en tant qu'adversaire politique. Notamment sur ses magouilles innommables. Non, mais là, on n'est pas là pour recommencer là-dessus. Dans les Bouches-du-Rhône. Moi, je parle que de l'aspect politique. Venant soutenir le mitterrandisme finissant ultra corrompu, c'était assez lamentable. Voilà. Mais ça, c'est pas le sujet. Bah si, c'est le sujet. Non, le sujet, parce que ça fait partie du personnage. C'est la série, le livre, je sais pas comment ça sera décrit dans la série. On n'en sait rien. Vous l'avez vu ou pas? J'ai pas vu la série. Vous avez envie de le voir comme animal politique. Oui. Je l'ai connu quand j'étais journaliste politique. Animal est le bon mot. Je l'ai connu quand j'étais journaliste politique. Effectivement, c'était quelqu'un de truculent qui dégageait une personnalité d'une telle force. Moi, je me souviens d'un meeting à Marseille où en fait, du début à la fin, j'étais morte de rire tellement il était sur scène absolument incroyable. Parlez bien devant le micro. Tellement il était sur scène absolument incroyable. Et la série, je l'ai pas encore regardée, mais évidemment, je vais la regarder. Évidemment, et il était très vrai comme personnage, avec tous les défauts, mais il était très vrai. Il comme un arracheur de dents. Oui, Il combattait le Front National. Il combattait le Front National. Il a accepté lors de cette législative qui est une honte en 93. Il a accepté les voix du Front National en sous-main. Tout le monde doit les accepter là maintenant. Bah d'accord, mais lui c'était tapis. Enfin, il s'est quand même fait. C'était pas tout le monde. Il s'est fait quand même en direct Jean-Marie Le Pen. Après, s'il fait l'inverse de ce qu'il dit hors caméra, c'était la schizophrénie la plus totale. Je combats Jean-Marie Le Pen, c'est mon ennemi, mais par ici les bonnes voix du Front National. Non, mais bien sûr. Mais là, j'essayais de rester sur la fiction parce que il se trouve que bien sûr qu'il y a du vrai dans ce que tu dis, mais il était capable d'une générosité et d'un cœur d'or. Moi, mon mari bossait avec lui et il reçoit un coup de fil d'un hôpital avec un médecin, professeur, qui dit écoutez, voilà, j'ai une gamine de 18 ans qui va mourir. Elle est condamnée, elle a mis des photos de tapis partout dans sa chambre, elle est folle de ce type et ça m'émeut tellement. Est-ce que Tapie pourrait faire quelque chose? Et Nicolas, c'était mon mari, dit ça à Tapie. Il est parti à l'hosto, il est allé tous les jours pendant 8 jours. Eh ben, ça m'a bouleversée. Oui, bien sûr. Non, mais il y avait sûrement une grande générosité dans le personnage. Il y avait aussi beaucoup de schizophrénie. C'était le meilleur élève de Mitterrand, comme en 65. Je ne veux pas voir les voix de Tixier-Vinancourt. Je n'aime pas ce personnage. Mais s'il me les amène, je les prends. La politique, il a écrasé. Ça s'appelle Alexis Poulain. Oui, alors vous l'avez vu, vous? Moi, j'ai vu le premier épisode et je trouve que la fuite est très bon. Mais ça dépasse le cadre de la politique. Enfin, Tapie, c'est un personnage, c'est quasiment un personnage de fiction, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et la série le dit bien, c'est quand même la part belle à la fiction, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans la série, c'est ça qui est dommage, parce qu'en fait les interactions entre la famille, les gens, tout ça est inventé vraiment, et c'est le trait est forcé, c'est presque caricatural, et c'est vrai que ça ne méritait pas ça, parce que je pense que la vie de Bernard Tapie, c'est déjà une fiction incroyable. Et voilà, c'est le seul bémol. Alors la famille conteste, paraît-il, la série, parce que visiblement le réalisateur s'était engagé à les intégrer dans le scénario. Il faut le noter, c'est le fils de Jacques Séguéla. Et Tapie lui avait dit non. Et Tapie lui avait dit non. Laurent Tapie était d'accord, visiblement, c'est ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai. Et visiblement, il a été complètement chanté. La famille a été complètement chantée. Donc elle condamne la série. Écoutez, en tout cas, ça fait parler, et puis je pense que ça va avoir un certain succès, certainement. Oui, n'oubliez pas, parce que je pense que lire le livre de Dominique, c'est important. C'est l'édition de l'Observatoire. Oui, il est paru en poche. Pas encore, non. Mais j'attends qu'il paraisse en poche, alors. Ou alors tu me l'envoies. Je ne l'ai pas, mais enfin je l'ai. Je l'achèterai. Mettez-vous d'accord. On continue dans quelques instants avec le coup de cœur de Geneviève Konsinger. Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord avec nos invités aujourd'hui, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Geneviève Konsinger, présidente de l'agence Image, Jérôme Dubu, membre du pôle idées d'Horizon, et Alexis Poulain, journaliste, directeur de publication du Monde Moderne, éditorialiste évidemment aussi sur Sud Radio. Après le coup de gueule de Sophie, Geneviève, je me tourne vers vous. Demain, ce sera la journée internationale de la démocratie. Et vous, Evelyne, votre coup de cœur, c'est pour la démocratie remise en cause actuellement.
Oui, absolument. Si vous m'aviez dit il y a quelques années que je devrais faire un coup de cœur pour la démocratie et défendre la démocratie, je vous aurais en fait pas cru. Il y a 30 ans, on était en plein dans l'euphorie démocratique partout dans le monde. Chez nous, en Occident, c'était la chute du mur de Berlin et donc un mouvement historique vers la démocratie. En Afrique, c'était dans les années 90, l'époque des conférences nationales, l'arrivée du multipartisme et donc une forme de pluralisme politique un petit peu partout. On avait l'impression d'un véritable progrès. Et là, on a le sentiment d'une totale régression qui incite à dire qu'il faut aujourd'hui se mobiliser pour combattre pour la démocratie. Alors, dans les pays du Nord, la démocratie est remise en cause par une certaine forme de populisme, par un complotisme. Ça aurait été inconcevable il y a encore 10 ans, 20 ans, de voir un président battu des États-Unis remettre en question les résultats d'une élection. En Afrique, je dirais que c'est peut-être encore plus grave. Là encore, un discours antidémocratique, véhiculé souvent par les réseaux sociaux, véhiculé par des trolls qui sont très actifs et qui vise, et c'est ce qui me semble grave, à présenter la démocratie comme une forme de produit d'importation. Un produit venu d'ailleurs qui, en fait, ne serait pas complètement conforme aux traditions et aux cultures africaines. Donc, accepter la démocratie, ça serait accepter une forme de néocolonisation des esprits. Et ça, c'est en fait très grave sur un plan philosophique, parce que ça semblerait dire qu'il y aurait une forme d'assignation identitaire, parce que vous êtes africain, bon, la question démocratique se pose pas de la même manière pour vous. Mais c'est très grave sur le plan politique aussi, parce que ça conduit à accepter toute une série de coups d'État qui sont actuellement, vous le voyez, en cours partout en Afrique. Donc la substitution de la loi des armes à la loi des urnes. Et je vais finir par ça, mais j'ai été très choquée d'entendre il y a quelques jours en France, donc chez nous, sur deux médias français, un opposant nigérien, il s'appelle Ama Amadou, qui a en fait quasiment défendu la logique des putschs, expliquant que le putsch qui est intervenu il y a la tentative de putsch, parce qu'il n'est pas complètement finalisé, heureusement, et j'espère qu'il ne le sera pas, la tentative de putsch qui est intervenue dans son pays au Niger, finalement, ça s'inscrivait dans une histoire du pays où on en avait l'habitude, comme s'il y avait une sorte de fatalité. Il a dit ça, et il a dit une deuxième chose, que chez lui, les putschs, c'était une forme de régulation démocratique. Mais comment un putsch peut être une forme de régulation démocratique ? Ça montre la faillite d'une certaine classe politique qu'il représente, et c'est particulièrement grave dans le contexte que traverse le Niger, parce qu'au Niger se joue aujourd'hui quelque chose d'essentiel, le maintien d'un processus démocratique en Afrique de l'Ouest, ou à l'inverse, l'interruption de ce processus. Et son président de la République, j'ai eu l'occasion d'en parler, mais on va le redire, Mohamed Bazoum, depuis 7 semaines. Quand j'en ai parlé, ça faisait 5 semaines. Là, ça fait 7 semaines qu'il est retenu en otage par ceux qui étaient censés le protéger, qu'il vit dans les sous-sols de sa résidence, sans électricité, qu'il a attrapé avec son épouse et son fils, qui sont donc prisonniers, plusieurs crises de paludisme, dans des conditions extrêmement précaires de vie, et qu'il résiste, qu'il tient bon, parce que tant qu'il tient bon, le processus démocratique peut revenir, et ce putsch peut être, cette tentative de putsch peut être inversée. Alors face à ça, la France le soutient, la communauté internationale le soutient, la CEDEAO le soutient, mais au-delà des mots, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Il faut peut-être aujourd'hui trouver la solution, parce que je dirais que l'enlisement, c'est aussi l'ennemi de la démocratie. Alors, c'est vrai, Geneviève, mais là, il y a vraiment deux sujets différents. Ouais. Il y a le Niger et la démocratie. Et là, des journées de la démocratie, ça me fait vraiment réfléchir. Je suis évidemment une démocrate, comment peut-on ne pas l'être ? Et pourtant, il y a un échec clair des démocraties, et la démocratie a été détournée, peut-être d'ailleurs aussi partiellement à cause des réseaux sociaux, parce que la démocratie, c'est moi maintenant. C'est-à-dire que j'ai le droit de dire, j'ai le droit de penser, j'ai le droit de savoir, je conteste tout. Et il y a, et c'est assez étonnant, on le ressent de temps en temps, un peu de temps en temps un ras-le-bol de démocratie. À la limite, les grèves permanentes, les mouvements, c'est des mini-putsch.
et on a envie de dire, bah oui, non. on a envie de dire, non mais Le Mini, bref est inscrit dans la Constitution, c'est Sophie. une- c'est une- Jusqu'à c'est nouvel vrai, ordre. elle Enfin, veut manifester. C'est une caricature, mais on a une caricature, mais on a aussi envie d'un désir d'autorité. Alors moi, j'aimerais bien Non. qu'on réfléchisse Pas tout le monde, hein. non, pas tout le monde, mais à démocratie et autorité, on respecte plus les lois, on désobéit de plus en plus, et il y a aujourd'hui un détournement démocratique qui me semble désolant. Et nous-mêmes, est-ce qu'on la respecte vraiment, cette démocratie? Jérôme Dubois. Oui, alors, je finis juste, pour répondre à- je finis juste, mais c'est vrai que les classes politiques sont très responsables, elles ont peur des opinions publiques. Est-ce que l'opinion publique, c'est la démocratie? C'est très compliqué, je trouve, en ce moment. Pour répondre à Sophie, je dirais que le général Pinochet qualifiait son régime de démocratie autoritaire. Alors je ne sais pas si tu fais allusion à ça, à cette démocratie autoritaire que tu Apparemment, appelles de tes Emmanuel vœux. Macron et Mais Elisabeth Borne lui ont succédé selon oui, Jean-Luc Oui, Mélenchon. selon Jean-Luc Mélenchon, c'est le successeur de la démocratie Voilà, autoritaire. de c'est Pinochet. Emmanuel Macron. De Mais cela l'autorité étant- dans la démocratie, ça n'a cela rien à étant, voir il avec y a- la démocratie autoritaire. Oui, mais enfin, on peut confondre les deux parce que il y a des exemples dans la démocratie qui dérivent et qui sont. Et quand à Pinochet... Attends, je termine, s'il te plaît. Et donc, sur les démocraties, elles sont elles-mêmes responsables parce qu'elles ne fonctionnent pas très bien. Regardez celle de la démocratie française, elle ne fonctionne pas très bien. Oui. La démocratie américaine est en pleine crise. Mais c'est quoi une est en pleine démocratie crise. responsable de son fonctionnement? J'ai pas dit que c'était la faute de la démocratie. Je dis que le personnel politique en avait aussi une responsabilité, mais le peuple aussi en a une responsabilité. C'est-à-dire quand vous avez des députés en France qui sont élus avec 50%, et je suis gentil parce que la dernière fois c'était moins que ça, 50% des participants sur le nombre d'inscrits, comment voulez-vous faire fonctionner une démocratie ? Comment voulez-vous faire fonctionner une démocratie ? Il y a. Je suis d'accord. Et alors, je crois qu'on se rend pas compte de notre chance. C'est toujours le même sujet, c'est-à-dire que les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas, et la démocratie qui fonctionne, on n'en parle pas non plus. Et là, je trouve que effectivement, le peuple aussi est responsable. C'est-à-dire que on a beau dire, on s'en fout, on tient pas de compte de nos avis, etc. Enfin, je suis désolé. Le principe de base, c'est de participer. Nous sommes d'accord. C'est la Alexis Poulain, participation. qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on oublie déjà l'origine de démocratie, Démoskratos, le pouvoir du peuple. Et nous, on est dans des démocraties représentatives. Et on voit bien que le peuple est sorti de l'équation de plus en plus. Enfin, c'est un gouvernement du 49-3 qui gouverne par décret. C'est la négation aussi de ce pouvoir du peuple quand la majorité des Français sont contre la réforme des retraites, mais que ça va passer à coup de 49.3. La rentrée arrive, c'est encore le 49.3. Là, je parle pour la France. Après, évidemment, plein de pays vont dire être des démocraties et dans les faits avoir une pratique autoritaire du pouvoir ou du moins mais très, d'autres très vous dirigée. diront qu'il a été élu démocratiquement à l'origine quand même. C'est la démocratie faible. C'est la démocratie faible. C'est-à-dire que vous avez une campagne marketing qui dure quelques mois. Là, on essaie de nous vendre Édouard Philippe comme le successeur d'Emmanuel Macron. Enfin, il essaie de se vendre lui-même surtout. Partout. Non, mais c'est un système politico-médiatique qui organise ça. S'il se vend comme successeur d'Emmanuel Macron, il est mort. Je te dis ça tout de suite. C'est plutôt Emmanuel Macron qui essaie de vendre. D'ailleurs, Emmanuel Macron, c'est toute l'angoisse d'horizon. Voilà, c'est toute l'angoisse d'horizon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas avec cet exercice tous les 5 ans où on appelle les Français à voter pour une personnalité plus qu'un programme, malheureusement, parce que les programmes sont peu discutés. Et appeler ça démocratie, c'est pas grand-chose. Et quand ensuite vous avez le Parlement qui est nié parce que c'est du 49.3 systématiquement et que le travail de député est dévalorisé totalement. Aujourd'hui, un député, c'est quelques commissions d'enquête, c'est quelques lois qui passent, mais globalement, on a l'impression que c'est le Palais Bourbon, c'est Palais vide. Mais attends, je ne voudrais pas qu'on se polarise sur la France, parce que regardez ce qui se passe en Angleterre. États-Unis aussi. En Angleterre, regardez ce maelstrom des premiers ministres. C'est hallucinant. Italie, alors que le peuple n'a jamais été consulté sur le fait que le Premier ministre reste ou pas. Mais il y a un moment, on est au bout d'une forme de démocratie. Il n'y a même pas eu de vote. C'était complètement On est un peu au bout de cette démocratie. Avant Rishi Sunak, je ne me souviens plus de sa prédécesseur, elle est restée un mois. Oui, elle est restée moins d'un mois. On a eu la 4e République aussi, si on va par là. Mais oui, mais justement, la 4e République, ça a failli mal se terminer. C'est autre chose, on a perdu le sens de la démocratie. Non, je crois qu'on souhaiterait le retrouver, ce sens-là. D'accord. En tout cas, il faut inventer, je ne sais pas si c'est une 6e République, mais en tout cas, une nouvelle forme de démocratie, ça c'est clair. Absolument. Mettez-vous d'accord, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre... Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Mettez-vous d'accord, 11h17 en direct sur Sud Radio et on poursuit avec le coup de gueule de Jérôme Dubu. Alors c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est un fort mécontentement. Bon, voilà, alors exprimez-le. Nous sommes dans la diplomatie, donc c'est un fort mécontentement de l'évolution de la diplomatie française au Maroc. Voilà. Alors tous les torts ne sont pas évidemment du même côté, puisque effectivement du côté marocain il y a sûrement aussi des choses à leur reprocher, notamment l'affaire Pegasus, etc., qui n'a jamais été très clair sur le contrôle des services secrets marocains, écoutant un certain nombre de téléphones, notamment le téléphone personnel du président Macron. Mais bon, bref, moi ce que je constate, c'est que on est en train petit à petit de disparaître du Maroc. Et pas seulement au niveau diplomatique, au niveau... Oui, mais je parle du Maroc, puisqu'on parle du Maroc avec cet affreux tremblement de terre. Et donc, c'était un partenaire privilégié, commercial. J'ai constaté que depuis une dizaine d'années, les Espagnols étaient devant nous. Alors que les Espagnols et les Marocains étaient très opposés sur l'affaire du Sahara occidental. Attends, je termine. Bon, si tu me laisses parler. Mais si tu me laisses pas parler, je ne pourrais pas dire pourquoi. Et donc, on était le premier partenaire, on n'est plus le premier partenaire commercial. On était dans des conditions diplomatiques extrêmement favorables. C'était même le pays du Maghreb avec lequel on avait les meilleures relations. L'Algérie, ça a toujours été compliqué, on sait pourquoi. La Tunisie, c'était plutôt brinque-ballant au fur et à mesure que les régimes évoluaient. Et donc, avec le Maroc, on est en train de perdre ce lien très fort que nous avions, à la fois au niveau diplomatique et au niveau économique. Et je trouve ça extrêmement dommage, et j'ai l'impression... On est dans une certaine indifférence. Mais tu dis pas pourquoi. On en débat depuis 4 jours. C'est très clair, pourquoi, c'est le Sahara, et c'est l'attitude, c'est effectivement l'Algérie, ils sont en guerre quasi contre l'Algérie. Non, il n'y a pas que ça, il y a aussi des rapports, il y a aussi des rapports personnels qui existaient entre les chefs d'État précédents et le roi du Maroc, les rois du Maroc, j'allais dire, Hassan II et Mohamed VI, qui n'existent plus aujourd'hui. Oui. Alors je ne connais pas les raisons personnelle de cette dégradation, mais malheureusement, elle joue sur l'ensemble, de toute la relation diplomatique et de relations économiques entre les deux pays. Et donc c'est un petit peu dramatique. Je comprends que tu sois embêté, mais c'est très, nous avons un appui. C'est très très complexe ce qui se passe, parce que la position de la France avec l'Algérie, alors Macron a pris l'attitude qui, que je juge pas, mais effectivement, je préfère le Maroc à l'Algérie personnellement, mais ils sont en guerre permanente. La position de la France par rapport au Sahara, etc., est très compliquée. Et je vois pas comment Macron aurait fait copain avec le roi du Maroc dans les circonstances actuelles. C'était l'affaire du Sahara occidental. Ça fait des années que ça dure. Et les relations, même avec cette affaire du Sahara occidental, entre Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, même François Hollande et les rois successifs du Maroc, étaient plutôt bonnes. Oui, et pourtant, faut-il être ami avec le roi du Maroc? Je me pose la question. Et pourtant, l'affaire du Sahara occidental était déjà là. Oui, ça, il aime la France. Il est ici. L'Espagne, qui était très opposée à l'affaire du Sahara occidental et à l'espèce de souveraineté réclamée par le Maroc sur cette partie du territoire, a réussi à calmer les choses. Et aujourd'hui, la première nation qui a été appelée pour soulager les morts et cette affaire de tremblement de terre, c'est l'Espagne. Ça devrait nous servir Est-ce responsable de la part du roi du Maroc de refuser l'aide de la France? On peut inverser le truc, c'est invraisemblable. Il a un pays... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Moi, personnellement, je n'ai pas une préférence dans le roi du Maroc. Cette dégradation si significative des relations économiques est quand même très peut-être que Macron n'a pas tort d'avoir tenu sur certaines positions. Ça, on n'en sait rien. On poursuit avec vous, Alexis Poulain. Polémique autour du gynécologue qui a refusé d'examiner une femme trans. Oui, alors il a utilisé des mots en disant qu'il s'occupait uniquement des vraies femmes, et c'est ça qui a choqué les associations LGBT, évidemment, et qui militent contre la transphobie. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que le gynéco s'est expliqué en disant voilà, excusez-moi, les mots étaient peut-être pas adaptés, mais je ne suis pas compétent. C'est un problème de compétence. L'ordre des gynécologues a dit effectivement, on a un problème, il y a des formations et on est en train d'essayer de réfléchir à des spécialités pour les personnes en réassignement de genre, etc. Et ce que je trouve très dommage, c'est qu'au lieu
d'initier un dialogue, les associations ont tout de suite voulu passer par la case procès. En disant, on va faire un procès, on va attaquer ce gynéco, etc. Je pense que c'est contre-productif en réalité. Ce gynécologue, il a simplement dit qu'il voulait pas recevoir cette personne et lui dire qu'il était incompétent et lui faire payer quand même la consultation, ça ne servait à rien. Et l'orienter vers des personnels compétents, en l'occurrence. Il y a déjà des formations, des livres, de la littérature sur cette thématique-là faite par l'ordre des gynécos. Mais voilà, c'est ce principe, moi, où je trouve dommageable, qui va d'ailleurs avec cette culture importée d'outre-Atlantique, de vouloir tout judiciariser. C'est-à-dire que dès que vous avez un contentieux, dès que vous avez un mot malheureux, on va passer par « je porte plainte ». C'est entièrement d'accord, 100% d'accord dans l'émission. Voilà. Tout le monde est d'accord. Il y a une dérive systématique. D'ailleurs, ça n'est qu'une des manifestations de cette dérive, mais c'est proprement hallucinant. La personne, le médecin se dit incompétent. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai compris que cette qu'on respecte sa non-compétence. Physiologiquement, ne pouvait pas être examiné par. C'était un homme en transition femme, mais sans opération, sans traitement d'ailleurs. Voilà. Normalement, un gynécologue ne traite pas ce type de choses. Un des responsables de l'ordre des gynécos a dit non, mais c'est vrai que je vois pas l'intérêt de recevoir donc une personne qui n'est pas opérée, qui n'a pas de traitement hormonal. En revanche, en tant que gynécologue, j'accoucherai volontiers ou je m'occuperai volontiers d'un homme enceint. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Tout le monde, c'est normal. Alors, autre sujet du moment qui fait parler, Emmanuel Macron qui assiste à la messe du pape. Est-ce que ça vous choque? Alors, je rappelle un petit peu le contexte. Le président de la République va en fait assister à la messe géante du pape le 23 septembre au stade Vélodrome de Marseille. Ça n'a pas été confirmé ni démenti par l'Élysée. Mais enfin, la question de fond, c'est est-ce que Emmanuel Macron a sa place à une messe présidée par le pape? Évidemment, la France insoumise est vent debout. Bah, écoutez, oui, évidemment, la France insoumise est vent debout, mais ça, ils sont vent debout matin, midi et soir. Si vous voulez, ça ne nous change pas tellement, quel que soit le sujet. Hein. Oui, à manifester, ils manifestent matin, midi et soir, donc effectivement, ils doivent être fatigués. Mais en réalité, d'abord, c'est pas la première fois que ça se passe. Il y a plusieurs présidents français qui ont accueilli. Moi, je serais scandalisée qu'il n'ait pas assisté. On est dans un cadre de débat sur la laïcité. Ils ont l'air de dire, écoutez, soyez laïcs jusqu'au bout. Voilà, ensuite, ça ne veut pas dire qu'il est de confession. Giscard en 1980, Notre-Dame. Non, mais la France insoumise voudrait certainement qu'il n'ait plus. Le président de la République ne va pas à un mariage, ne va pas à un enterrement à l'église. J'en terminerai, si je puis, parce que c'est un peu difficile. Le problème, la dernière chose, c'est que le pape est à la fois, évidemment, chef de l'Église catholique, mais il est aussi chef de l'État. C'est pas une visite officielle, c'est pas une visite d'État. Donc il a une double casquette, si vous voulez. Donc il faut quand même respecter ça aussi. Il est chef de l'État du Vatican et il est chef de l'Église catholique. Non, mais le sous-entendu, c'est un pays de culture. Sera aussi un discours politique sur les migrants. Donc à partir de là, il est logique que le président de la République française y assiste. Rappelez que le président français est aussi chanoine du Latran. Il a ce titre-là, honorifique, et ça, personne n'en parle dans le débat sur la laïcité. Moi, j'ai fait mon édito de ce matin sur cette polémique qui, à mon avis, n'en est pas une, parce que, c'est à titre personnel, 2, il va avoir un entretien avec le pape de manière privée, il le reçoit évidemment, c'est un chef d'État, c'est pas une visite d'État, mais quand même, quelle serait l'image de la France si le président de la République ne se rendait pas à la rencontre du pape à ce moment-là? Et c'est effectivement pas la première fois. Giscard en 80 sur le parvis de Notre-Dame. Benoît XVI, lui, quand il était venu en France en 2008, avait rencontré les académiciens, par exemple. Et voilà, il n'y a pas vraiment de. Je vois pas. En fait, ce qui m'inquiète, c'est de penser que la laïcité serait si faible qu'on aurait à avoir peur de la présence d'un président dans une messe, dans un stade. En ce moment. Je crois pas, non, puisqu'il y a déjà le débat sur les abayas, mais quand on regarde les chiffres, il n'y a pas tant d'abayas que ça. Que finalement, ça va permettre de peut-être pousser davantage ce thème de la laïcité dans l'éducation nationale et aussi dans le débat. Mais après, si
la laïcité, c'est empêcher au président de se rendre à une messe à titre personnel, je pense que ça dérive totalement, ou à n'importe quel personnel politique. Voilà. Après, on peut débattre évidemment sur les crèches dans les mairies, ça c'est tout à fait autre chose dans la période de Noël. Mais là, c'est différent. C'est quelqu'un qui a une fonction politique, certes, mais qui va à titre personnel pour une messe qui est quand même dans un stade, le stade Vélodrome, avec 60 000 personnes. Et je vois pas où est le problème. Là, Sophie de Menton, oui, rapidement. Est-ce que on peut imaginer la réaction des Français et la fronde ce serait si le président de la République n'allait pas à la messe du pape? Inversement, c'est à chaque fois pareil. C'est après ça. C'est la France insoumise. Il faut, sur ces polémiques, quoi qu'il fasse, de toute façon, il y a la moitié qui va hurler. Ensuite, moi, je suis un peu inquiète par la dérive de la laïcité, car on en oublie quand même. Nous sommes, entre guillemets, la fille aînée de l'Église. On en oublie notre histoire. Jeanne de Latran, c'est parfaitement juste. On a un rapport avec l'Italie, avec Rome, avec la papauté qui existe. Et là, cette laïcité est devenue une forme de religion. Ça veut rien dire. Et encore, là, je répète, qu'en est-il? Ce président de la République peut pas aller à une messe d'enterrement, à un mariage, à une communion. À une bar mitzvah. Et puis, il y a deux choses, si vous voulez. D'ailleurs, la laïcité à la française, c'est précisément le fait pour chaque religion de pouvoir la pratiquer, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se développer sur le territoire national. C'est ça la laïcité à la française. C'est la garantie c'est la garantie du libre exercice des cultes. Tu as parfaitement raison. Et moi, je suis extrêmement inquiet sur les attaques contre la laïcité à la française. C'est-à-dire que il y a un sondage qui est paru, je crois que c'était le 2e ou 3e sur le même sujet, en interviewant ce que pensaient les jeunes musulmans, les jeunes de confession musulmane, les jeunes français de confession musulmane, sur la laïcité. C'était absolument effrayant. Ils considèrent que la laïcité était une entrave à l'exercice de leur religion, alors que c'est exactement l'inverse. C'est la protection de l'exercice de leur religion. Oui et non, hein. Si. La Baïa, ils considèrent que c'est leur religion, et les femmes voilées, ils considèrent que c'est leur religion. On nous a dit que c'était pas du tout un exercice religieux. L'appel de CFCM, c'est ce n'est pas un habit religieux, mais culturel. Les femmes voilées font partie de leur religion. Ah non, mais pas la Baïa. Non, pas la Baïa. Mais les femmes voilées font partie de leur religion. Or, les femmes voilées sont interdites effectivement au sein, et c'est normal, de l'administration, des mairies, etc. Donc c'est compliqué. On se retrouve pour la suite de Mettez-vous d'accord dans quelques instants. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord en direct sur Sud Radio avec nos invités. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Geneviève, je m'étouffe, Göttinger, présidente de l'agence Image, Jérôme Dubu, membre du pôle idées d'Horizon, Alexis Poulain, journaliste, directeur de publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio également. Alexis, on vous retrouve désormais d'ailleurs le vendredi de midi à 13h. Alors on parlait d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est bien qu'il assiste, oui ou non, à la messe du pape ? Alors, la transition est toute trouvée avec Édouard Philippe qui a accordé un long entretien au Monde. Et il y a une petite phrase qui a attiré mon attention. On n'en a pas tellement parlé. Il parle de l'islam. En gros, il dit que voilà, c'est une religion qui est de plus en plus pratiquée en France, travaillée par des aspirations obscurantistes. Il prône une lecture littérale du texte sacré pour certains. Alors, malgré la séparation des églises et de l'État, la question d'une organisation spécifique de l'islam sera posée, prédit Édouard Philippe, anticipant un débat sur une forme de concordat, dit-il. Donc c'est ce qu'il appelle un petit peu de ses voeux. En tout cas, il le prédit. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Dubu ? Non, mais je trouve qu'il a raison. Malheureusement, c'est une question qu'on pose depuis une vingtaine d'années, parce que je me souviens des efforts de Nicolas Sarkozy. En 2005, il était ministre de l'Intérieur. Il avait déjà soulevé cette question en disant il a raison, il avait raison. Il y a des accords avec l'ensemble des religions qui sont présentes en France. La religion catholique, la religion protestante, la religion juive. Et avec la religion musulmane, non. Il n'y a pas d'accord. Alors, il a mis en place le Conseil français du culte musulman, qui malheureusement était un échec, puisque Emmanuel Macron vient de l'enterrer en début d'année. Là. Donc c'est terminé. Il n'y a plus de CFCM. Alors, en tout cas, ça deviendra une des composantes, mais plus la représentation de la religion musulmane. Et c'est dommage, parce qu'on n'y arrive pas. Sarkozy, c'était 2005. On est presque en 2025. Ça fait 20 ans qu'on parle de cette affaire. Et on n'arrive pas à trouver de solution. Donc, effectivement, un concordat, il a raison. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure il pourra
pourra le mettre en place, parce que la religion musulmane et ses représentants en France sont très divisés. Vous avez la tendance plutôt marocaine, vous avez la tendance algérienne, vous avez la tendance des frères musulmans, et tout ceci ne s'entend pas. Et ça a fait exploser le Conseil français du culte musulman. Donc oui au concordat, mais dans des conditions très difficiles à négocier. Alors, moi, je dirais que le concordat est presque une chose un peu désuète par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On rappelle que ça a été mis en place sous Napoléon. Sous Napoléon. Oui, avec la religion juive. Absolument. Ouais. Et je pense que c'est drôle, j'ai l'impression que c'est un peu ne pas comprendre le problème. Moi, j'ai très confiance dans les musulmans qu'on croise tous les jours, avec qui on bosse, etc. On n'a pas besoin de concordat. Et s'il veut un concordat, c'est finalement avec une catégorie, j'allais dire, je ne vais pas parler des banlieues, mais quand même, il y a catégoristes en tout cas. Oui, enfin, c'est une catégorie de gens qui sont contre la France, contre la laïcité, qui sont chez eux, qui considèrent qu'ils sont chez eux, qui veulent imposer, qui ont un prosélytisme incroyable et qui veulent imposer leur religion. Et donc, je comprends pas, je trouve même que c'est plutôt une mauvaise idée. Il faut d'abord régler un problème de sécurité je crois du pays. que c'est rajouter de la complexité là où il y en a déjà suffisamment. Non, mais il dit que ça va s'imposer, en gros. C'est pas qu'il le ça devrait déjà exister. Il faut bien définir les relations entre l'État et une religion importante. Voilà, mais quelle conclusion était tirée de l'échec du CFCM? C'est ça. En réalité, si c'est ça, ça va mettre du temps, évidemment, à arriver. La question centrale, en fait, et la question connexe à la laïcité, c'est le prosélytisme. C'est quelles sont aujourd'hui les branches de certaines religions qui font un prosélytisme accru, et sur les réseaux sociaux et dans l'espace public, et c'est ça qui pose vraiment le problème à la laïcité à la française. Donc un concordat sur une ça va pas arrêter religion, ça, hein. non, ça n'arrêtera pas ça. Voilà. Donc, au moins il faut organiser des relations entre l'État et une des principales composantes des religions en France. Ça, vous pouvez pas les maintenir à l'extérieur. Organiser comment? Il faut organiser tout ça. Ça se avec décrit. qui? Avec le concordat qui a été signé entre l'État, à l'époque Bonaparte, puis Napoléon, et la religion juive, il définit un certain nombre de règles. C'est-à-dire que, vous respectez la laïcité, c'est-à-dire vous respectez les valeurs, aujourd'hui les valeurs de la République, premier point. Bah oui, mais c'est très important. Mais ça tombe sous le sens. Et deux, vous organisez votre religion pour que, effectivement, ce que vous faites, et je reviens à ce que vous disiez sur le prosélytisme, ne percute pas la laïcité française et les valeurs de la République. C'est très important. Oui, mais ça tombe sous le sens, non? C'est pas fait. Oui, mais ça tombe sous le sens, mais ça n'existe pas. Quand on l'entend comme ça, on se dit qu'il n'a pas tort, Édouard Philippe. Ça n'existe mais pas. la question, c'est avec qui peut-il... Oui, avec qui? C'est ce que je disais. Et comment le rendre réel? À la nature même, et à l'organisation ou la non-organisation de l'islam en France, où effectivement tout le monde peut devenir imam, en fait. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Ça a quand même été tenté, effectivement. Nicolas Sarkozy voulait ça. Bernard Cazeneuve aussi, en 2016, a essayé à parler de concordat, et puis lui-même a immédiatement rétro-pédalé devant l'infaisabilité de la chose. En fait, c'est simple. Il y a une religion qui est effectivement... qui est croissante en France, qui est la religion musulmane, mais les musulmans sont des citoyens comme les autres. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est soit ils respectent les lois de la République, tout va bien, soit ils ne les respectent pas. Il y a un prosélytisme de la part de certaines franges anti-laïcité, anti-règles de vie commune, et qui viennent aussi parfois de l'étranger. Et à ce moment-là, ils sont juste passibles de la loi, en fait. Je suis d'accord. C'est presque affaiblir la loi, un concordat. Non, au contraire, c'est la renforcer, c'est organiser les relations. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous là-dessus. Ça me paraît absolument indispensable. Moi, Après, trouve qu'il y a la loi de la République. sur le fait que ça va être très compliqué parce que il y a des tendances différentes qui ne s'entendent pas, qui représentent la religion musulmane. Mais je crois que codifier tout ça, c'est absolument. Et une fois qu'on aura codifié, il se passe quoi? Il faut faire respecter. Par qui? Alors bon courage. Voilà. Tout ça, c'est très... Allez, autre sujet dans l'actualité, rien à voir. L'inflation. Fabien Roussel est en colère. Il appelle à envahir les préfectures, les grandes surfaces et les stations-service. C'est comme de la légitime défense, dit le secrétaire national du Parti communiste, Alexis Poulain. Ça y est, vous êtes dans la préfecture, le premier bras levé. Non, mais c'est étonnant que Fabien Roussel dise ça, parce qu'on n'est pas habitué à
des sorties de cette sorte par le secrétaire général qu'il y a la fête du de l'UMA, PCF. c'est peut-être Oui, il y ça. a peut-être la fête de l'UMA, il est emporté comme ça. C'est un appel à la sédition. Hein. Je crois que ça va tomber sous le coup des règles européennes de censure des réseaux sociaux. Hein. Attention. Faire un concordat. En tout cas, il a raison, Fabien Roussel, sur une chose, sur l'inflation et quels sont nos moyens de défense face à un phénomène où les politiques sont désemparés, puisqu'il est question là d'une inflation qui n'en finit pas. Hein. Je rappelle qu'Olivier Grégoire nous disait en avril que les prix allaient baisser à la rentrée, à la consommation. Clairement pas. On parle maintenant de ressenti d'inflation à 18% pour les Français, c'est 11% à l'année. Elle n'a pas dit tout à fait ça. Elle a dit que l'inflation allait se ralentir. Elle n'a pas dit que les prix allaient baisser. Alors je vous dis, c'est sa citation, je l'ai tweeté tout à l'heure. Donc il y aurait les premiers signes à la rentrée. Vous savez, il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a Bruno Le Maire qui avait fait aussi beaucoup de prédictions incroyables. L'inflation allait se ralentir. Non, écoutez ce qu'elle a dit. Justement, pendant que vous cherchez. Ah oui, ça y est, vous avez trouvé. C'est bon, vous l'avez. Donc pendant que vous cherchez. Mais c'est bien ce que. Mais c'est cette gauche qui se veut la gauche devient complètement folle. Vous avez le même jour M. Mélenchon qui dit que Macron est successeur. Ah, ça y est, il a trouvé Alexis. Il a trouvé Alexis. Avec une certaine certitude, c'est déjà pas mal. Je peux vous affirmer que nous aurons à la rentrée de septembre une baisse visible des prix dans les rayons. Olivia Grégoire, le 30 avril 2023. Voilà. Donc, à la certaine certitude, c'est mignon. Oui, c'est mignon ça. Non, mais il y a certains produits quand même qui ont baissé. Très peu, il y a 5000 produits. Mais là, le plus grave, c'est qu'on vient d'annoncer aujourd'hui une hausse supplémentaire des prix de l'électricité et du gaz de 10 à 20% dès janvier 2024. Comment vont faire les ménages français ? Comment vont faire les ménages français ? Il a augmenté déjà en août. Tout est là. Comment vont faire les TPE, les PME sur l'affaire de Roussel. Non, mais les PME, elles disparaissent. C'était ça le sujet. Sortir de l'électricité européenne. Je sais que ça gêne Alexis qu'on parle de M. Roussel, parce que jusqu'à maintenant, c'était plutôt un représentant du Parti communiste qui avait une certaine bonhomie, qui était plutôt dans la réalité, dans le bon sens, etc. Un peu à la Jacques Duclos, vous voyez, un peu ce style-là. Bon, la truculence en moins, parce qu'il est moins drôle. Mais en réalité, ces gens de gauche, ces représentants de la gauche sont devenus complètement dingues. Complètement dingues. Mais il n'y a plus de gauche autre que le gauche extrême. Il y a Cazeneuve moi, je la vois tout plus. seul. Après, attention, ça correspond regardez, à un vrai regardez, le même jour, M. Mélenchon nous dit que M. Macron... Oui, il y a Carole Delga. Le même jour, M. Mélenchon nous dit c'est pas le débat sur la gauche, c'est sur le débat sur l'inflation. Et le même jour, on entend M. Roussel nous demander au peuple français d'aller envahir les préfectures, les commerces. Mais ça station ne parlez pas tous en même temps. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est cette gauche vindicative, Evelyne Consiga. Geneviève, Evelyne. Geneviève, mais pourquoi je vous ai... Mais parce que j'avais une camarade de classe qui s'appelait comme ça. Excusez-moi. En Alsace. C'était de l'affection. Geneviève, pardon, excusez-moi. Je le prends comme ça. Moi, je le trouve un peu schizophrène, en fait, Fabien Roussel, parce qu'à côté de ça, il a des mots sur l'autorité, donc à la fois il est pour l'autorité, à la fois il est pour de la quasi-sédition, on est d'accord. Non mais il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol. Il dit, écoutez, Bruno Le Maire, cela fait 1 an qu'il demande à ce que les salaires augmentent, cela fait 1 an qu'il demande à ce que l'industrie baisse les prix. La réalité, c'est que ça ne marche pas. Non mais voilà. Oui, je finis quand même. Je finis quand même sur le contexte. Il semble avoir oublié qu'il y a 3 mois, on était quand même dans des émeutes urbaines qui ont donné, assez catastrophiques quand même, avec des invasions d'écoles, avec des écoles détruites, des commerces détruits, etc. Il semble oublier qu'au moment des Gilets jaunes, la préfecture du Puy a été entièrement détruite. Donc, les mairies attaquées. On sait comment ça démarre, ce type de choses. On sait aussi comment, malheureusement, ça peut évoluer et se terminer. Donc, moi, je trouve ça... pourquoi il a fait ça, Alexis? Pourquoi il a fait ça, vous êtes communiste? Moi, je pense qu'il a fait ça. Je ne suis pas communiste. Je suis socialiste. Je plaisante. Alexis, pardon, je vous coupe. Je vous laisse la réponse pour tout à l'heure dans quelques instants. Pardon, comme ça, on attend. C'est le teasing du jour. C'est de la pub pour les produits. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, la suite de nos débats nourris, et j'ai coupé le sifflet, Alexis Poulain, juste avant la pub. Vous vouliez réagir donc sur Fabien Roussel qui appelle à envahir les préfectures et les grandes surfaces. Oui, je pense qu'il dit ça pour remettre le sujet de l'inflation au cœur du débat, parce que c'est ce qui préoccupe les Français en numéro 1. On a vu les prix des produits de première consommation exploser, le prix de l'énergie qui explose aussi, et la réponse politique
qui est limité, parce que finalement l'inflation, c'est les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, c'est aussi l'argent magique, le quoi qu'il en coûte, qui fait qu'on en arrive aujourd'hui là. Et puis certes, les salaires augmentés, mais pas comme celui d'Ursula von der Leyen et des fonctionnaires européens, qui eux s'augmentent bien plus que l'inflation. Non, c'est un vrai débat. Non, c'est pas de la démagogie, c'est un sujet. C'est un sujet, parce que pour certains, l'inflation, ça a permis aux entreprises privées de racheter leurs actions. C'est aussi les marges qui ont poussé l'inflation. Donc ce sujet-là, il est central au débat politique. Non, il faut pas. Ça, c'est peut-être demander à Fabien Roussel pour l'économie administrée. En tout cas, il y a des produits. Alors Jean-Luc Mélenchon, justement, information importante, parce que même lui se désolidarise de l'initiative de Fabien Roussel. Il dit, attendez, alors ça c'est quand même, cette initiative violente et purement personnelle, elle n'a été discutée nulle part, pas même au PCF, je crois donc qu'il ne serait pas raisonnable de s'y associer compte tenu de la violence qu'elle suppose. Il faut remettre ça dans le contexte du sondage qui est sorti hier. Si même lui... Fabien Roussel, Mélenchon était à 16-17%, donc il n'est pas complètement éliminé. Au contraire, c'est plutôt un bon score parce qu'il progresse quand il est en campagne électorale, donc il part de... Il va être rejoint par Ségolène Royal. Et deuxièmement, Fabien Roussel aussi progresse. Donc il y a une espèce de course à l'échalote entre les deux pour avoir cet électorat qui est assez extrême, relativement à l'extrême gauche, et ça va continuer. Moi, je pense que Fabien Roussel va continuer à faire des déclarations provocatrice et violente. Oui, mais je pense que ça dessert le débat. Ça permet de parler de Fabien Roussel, oui, certes. Ça mais dessert le débat, il faudrait surtout parler de l'inflation et des solutions à l'inflation. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas. Non, bien sûr que non. C'est évidemment avec les prix régulés sur certains produits, les prix limités. C'est avec la TVA, c'est avec les baisses des taxes, c'est le prix limité à la pompe aussi. Tout ça, c'est fait. Non, mais ce qui dénonce, c'est l'impuissance aller plus loin gouvernement. peut-être sur certains trucs. C'est le gouvernement qui a fait le plus pour lutter contre l'inflation en Europe. Le logement, après. La vraie question centrale, le logement, le prix du logement. C'est terrifiant. Voilà. Et malheureusement, pour arranger le logement, il faudrait enlever les normes imposées par les Verts. Bien sûr. Et bien sûr. C'est ils sont en train de se rendre compte que c'est une énorme erreur. Le coût des rénovations pour enlever le parc locatif, c'est pas possible. On ne peut plus loger les salariés, on ne peut plus loger. Faire un moratoire comme sur les zones. Oui, c'est dingue. C'est dingue. C'est la folie, ça. Il y a aussi l'électricité. Alors l'électricité, j'insiste. En août et qui vient la vraie première chose à faire, c'est de sortir du marché régulé de l'électricité en Europe, où on est une aberration totale, où les boîtes souffrent énormément, et tout est conditionné par ça, y compris le prix, bien sûr, des produits, de la grande surface de la nourriture. Tout est conditionné par le prix de l'électricité. Or, on veut pas de subvention ni de bouclier, on veut sortir du prix de l'énergie européenne. Et ça, sont les Allemands qui l'imposent. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne le fait pas. Tout le monde est pratiquement d'accord là-dessus. Même si c'est pas du jour au lendemain, on essaie de le faire. On lance au moins, on lance un ultimatum, on dit quelque chose parce que c'est une erreur. Et moi, je l'avais dit dès le départ de l'inflation. En 2021, quand l'inflation a commencé à repartir, l'erreur qui a été commise, c'est de dire c'est temporaire. Non. C'est pas temporaire, l'inflation, ça va durer pendant des années. D'ailleurs, c'est jamais temporaire, l'inflation. Ça dépend, parce que là, les conditions qui créent de l'inflation, ce sont des conditions qui vont durer. C'est, par exemple, les matières premières qui se raréfient, alors que l'augmentation de la population mondiale fait qu'on consomme de plus en plus de matières premières et qu'il y en a de moins en moins. Donc forcément, les prix augmentent. Sophie de Menton évoquait l'Europe, c'est vrai qu'en lien évidemment avec les tarifs de l'électricité. Mais alors pendant ce temps, Ursula von der Leyen, elle, prépare tranquillement les esprits à l'idée d'une Europe à 30. Elle dit dans un monde où la taille et le poids comptent, il est clairement dans l'intérêt stratégique et sécuritaire de l'Europe de compléter notre union. Évidemment, elle fait allusion à la Moldavie, la Géorgie, les pays des Balkans et notamment l'Ukraine qui vont bientôt rendre... un peu d'huile sur le feu, allez, ça fait pas de mal. Donc vous en pensez quoi? Ça vous êtes préparé Non, et puis surtout cette Europe. Alors, cette Europe qui effectivement aurait besoin, avec ses blocs entre la Chine, la Russie, les États-Unis, on aimerait une Europe comme ça. Mais le problème, c'est que moi qui suis une Européenne, j'en ai marre de cette Europe qui ne fait que des lois, des décrets, qui alourdit, qui est administrative. Qu'est-ce que c'est que... C'est la plus mauvaise commissaire qu'on ait jamais eue. Qu'est-ce que c'est que cette façon d'intervenir comme ça? Elle est en train de préparer, elle fait de la politique aussi. Elle prépare sa reconduction après les européennes. Donc elle est dans une logique de campagne électorale. Non, mais c'est possible, c'est très grave. Pardon, mais que l'Europe accueille les
Européens. Je L'Europe finis accueille juste. les autres États européens. Je finis juste. Cette Europe est incapable de s'entendre à tout point de vue. Elle est en train de parler aussi de l'immigration. Ils sont incapables de s'entendre. Les problèmes de l'immigration ne sont pas les mêmes, excusez-moi, en Italie et en Norvège. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la commissaire européenne qui s'occupe du problème migratoire était en train de faire du tricot pendant le discours de Madame von der Leyen. Si, tranquillement. Non, mais c'est ça l'Europe. Il y a un moment stop. C'est surréaliste cette image. Cette image c'est surréaliste. Il faut aller voir. C'est dommage qu'on soit en radio. Elle écoute, elle fait du tricot, oui, c'est super. Mais les femmes peuvent faire deux choses à la fois, c'est vrai. En ce qui concerne l'Europe, mais les femmes savent faire deux choses à la fois. Même quelquefois. Parfois en ce qui concerne l'Europe, mais pas en ce qui concerne que l'Europe, l'histoire bégaye. Et je me souviens de ce débat sur l'ouverture de l'Europe, lorsque un certain nombre de pays ont quitté le bloc soviétique. Bon. Il y a un certain nombre de gens qui se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on a accueilli la Pologne, c'est une catastrophe. Pourquoi est-ce qu'on a accueilli la Hongrie, c'est une catastrophe. Mais enfin, c'est le sens de l'histoire. Mais l'Ukraine, c'est la même chose. Mais je suis d'accord avec vous. Européens. Mais peu importe que ce soit le moment. Peu importe. Il faut à un moment tendre la main à un certain nombre de peuples. Et on ne peut pas dire aujourd'hui non, messieurs les Ukrainiens, vous êtes attaqués par les Russes, restez chez vous, débrouillez-vous. Alors là, on va devenir je signale l'article remarquable de Luc Ferry. Geneviève Gunzinger veut prendre la parole. Chut, voilà. Oui, merci de m'aider, Sophie. Absolument abondé dans ton sens, cher Jérôme. Je pense que l'Europe a vocation à accueillir les États européens, voilà, et les peuples européens, et qu'effectivement on ne peut pas les laisser sans espoir. Donc évidemment, les Ukrainiens sont des Européens, évidemment, les Moldaves sont des Européens, évidemment, les peuples des Balkans sont des Européens. Il y a quelques conditions à respecter quand même pour rentrer dans oui, un certain nombre de valeurs, etc. Notamment sur la corruption endémique de certains pays. Mais on est complètement d'accord. Qui est passé très inaperçu, qui était relayé par l'AFP. 78% des Ukrainiens qui jugent que la corruption est un grave problème en Ukraine et que Zelensky en est un disons-le. des Remarquable article de Luc Ferry dans Figaro ce matin. Et donc, il y a un truc de dingue, en fait, ce qui se passe actuellement sur l'Europe, c'est-à-dire que le discours de von der Leyen est un discours politique, évidemment, pour défendre son action, mais rien sur l'inflation, rien sur l'énergie, rien sur la suite des opérations. C'est-à-dire que le bilan de von der Leyen se sera limité au soutien financier et militaire à l'Ukraine et à ce grand plan, à ce grand plan sur les étoiles de la transition énergétique dont on ne sait pas comment on va en faire jusqu'en 2030-2050. C'est tout. C'est celle qui a fait accepter et ce qui a sauvé les pays européens lorsque le Covid nous est tombé dessus. Non mais sauvé de quoi? Exactement. Avec des SMS qui ne sont pas rendus publics entre la von der Leyen et Albert Bourla. C'est la fin de cette émission. Non. Je suis très étonné. Dites donc, je vais me faire taper sur les doigts par André Berkoff. On en bénéficié. Jérôme, c'est terminé. Oui, et maintenant, elles sont en train de fermer. Merci beaucoup. Merci Sophie de Menton, Geneviève Gunzinger, Jérôme Dubu et Alexis Poulain. On ne les fait pas taire. Tout de suite, André Berkoff en direct sur